c'est important de clôturer les relations parce qu'en fait, la relation amoureuse a plusieurs phases. Il y a la phase de séduction, il y a la phase de connaissance de l'autre, il y a la phase de vie commune où on se découvre soi-même tout en découvrant l'autre encore et encore. Et quand ensuite arrive la fin de la relation, c'est aussi une phase, c'est-à-dire c'est une sorte de cercle de vie où il y a la naissance d'une relation, puis la mort de la relation. Et donc cette dernière phase, certaines personnes refusant la fin de la relation amoureuse, refusant la rupture, certaines personnes vont rester bloquées dans cette phase-là et ne vont pas accomplir, ne vont pas vivre, ne vont pas s'immerger dans cette phase. Et c'est pourtant essentiel si on veut pouvoir passer à un autre cycle. C'est comme si on restait enfermé dans toujours le même cycle, et non pas le même cirque, toujours enfermé dans le même cycle. Il est indispensable d'accepter qu'une relation se finisse. Alors après, on prend le temps dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle faire le deuil d'une relation. Et c'est important de pouvoir accepter cette phase-là, de la vivre jusqu'au bout, pour pouvoir ensuite passer à une autre phase. Alors il y a l'autre phase qui peut être la phase intermédiaire entre deux relations, où ça peut être une nouvelle relation qui arrive assez vite. Mais on ne peut pas rentrer dans un nouveau cycle relationnel si on n'a pas vraiment fait le deuil de la relation, si on n'a pas intégré qu'il y a eu la rupture, si on cherche à toujours être en lien avec l'autre. C'est ce qui va bloquer aussi des rencontres à venir. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me consulter parce qu'elles ont un célibat qui se prolonge. Et je les interroge, je questionne, je cherche, et bien souvent, je m'aperçois que elles sont restées dans cette phase de la rupture de la relation précédente. Donc du coup, elles ne peuvent pas être disponibles pour une autre relation parce qu'elles sont toujours en train d'être figées ou parfois j'utilise la métaphore du cube de glace. C'est comme si on était enfermé dans un cube de glace. En fait, on est resté figé à cette phase de la rupture parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas intégré ou quelque chose qu'on a refusé de comprendre. Et au cours de la thérapie, quand on commence à lâcher, quand on commence à intégrer qu'il y a eu réellement une fin de relation, que c'est vraiment fini, et qu'on laisse partir la personne, qu'on laisse partir la relation, eh ben, le cube de glace fond. Et notre énergie psychique peut se mettre à nouveau à circuler, et notre énergie de vie aussi, et du coup il se passe des choses nouvelles dans notre vie, à l'extérieur de nous-mêmes, et parce qu'en fait on a clos le cycle, et il y a quelque chose d'autre qui peut prendre la place. Alors à quoi on peut voir qu'on est encore dans cette phase de la fin de la relation, mais que l'on n'a pas encore passé cette phase? Tout simplement, bien souvent, ce que je remarque chez les personnes, c'est qu'elles tiennent à garder du lien avec leur ex. Alors, parfois, on est obligé d'avoir un lien avec l'ex parce qu'on a des enfants en commun, parce qu'on a des affaires en commun. Voilà, mais il est bon de ne plus être en contact avec l'ex. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de demander son avis à leur ex, qui disent pourquoi je pourrais pas être copain, copine avec mon ex. Et on va s'apercevoir qu'en fait c'est un moyen de ne pas laisser partir l'autre, c'est un moyen de ne pas laisser partir la relation. Donc en fait la personne va toujours être là, plus ou moins là, l'ex va occuper une certaine place. Un autre indice, c'est quand les personnes, enfin notamment les femmes que j'accompagne, cherchent à rencontrer quelqu'un qui va être l'opposé de l'homme avec qui elles ont été. Alors on pourrait penser que si elles cherchent à rencontrer l'opposé, c'est qu'elles ont vraiment laissé partir cet être, cette relation. Mais en fait, c'est toujours en référence à cet ex. Donc ça veut dire qu'il est devenu une référence. Celui qu'il ne faut plus absolument rencontrer, mais c'est quand même encore lui. Donc il occupe dans l'espace psychique une place. Il est une référence. Donc il y a ces ex qui occupent la place dans notre vie de tous les jours, concrètement, physiquement. Et puis il y a ces ex qui occupent
la place dans notre espace psychique. C'est aussi, c'est pas parce que c'est pas matériellement palpable que ça n'a pas d'influence, bien au contraire. Il y a des ex qui occupent une place phénoménale dans la psyché de certaines personnes. Ils vont être la référence, ils vont être le point de repère. Et ça, c'est à explorer. Voilà, il y a vraiment... parfois, il y a des ex qu'on a connus il y a 10 ans, 15 ans, qui vont être la référence. Trouver quelqu'un d'aussi bien, trouver quelqu'un qui a les mêmes qualités, ou bien l'opposé total, mais c'est toujours lui qui est la référence. Et donc il y a tout un travail intérieur à faire pour que dans ce paysage psychique, cette personnalité soit rangée dans les vieux dossiers. C'est comme si en fait il y avait des personnages qui occupaient plus l'avant-scène, d'autres un peu plus l'arrière de la scène. Eh bien, il y a tout un travail à faire pour que certains personnages dans notre univers psychique soient en coulisses, rangés dans le département souvenir, où on garde le meilleur, où il y a tous les apprentissages, mais ils sont rangés dans l'espace souvenir. Et du coup, il y a de la place. Il y a de la place pour une autre histoire, il y a de la place pour nous d'abord, et il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai répertorié plusieurs profils d'amoureuses, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais j'ai voulu clarifier un petit peu les choses pour qu'on puisse s'y retrouver. La première qui m'est venue en tête, c'est la passionnelle, parce que bien souvent on a un discours plutôt négatif sur la passion. Donc il y a ces femmes qui vivent d'une façon entière, à 100%, qui vont se jeter à corps perdu dans des passions qui vont les détruire. Et c'est là que ça pose problème, et c'est là qu'il est nécessaire de travailler sur soi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être passionné. Parce que bien souvent, les personnes se disent « Oh là là là, je suis passionnée, et c'est ça ce qui me détruit. Donc il faut quoi? Que je sois neutre. » Mais c'est pas leur personnalité, leur tempérament. Et en fait, mon travail d'accompagnement, et c'est ce que je présente dans le livre, c'est vous pouvez être passionné, mais l'investissement doit être dans des choses qui vous construisent, qui soient dans des créations positives, pas seulement la relation amoureuse, mais en tout cas, bien entendu, pour la relation amoureuse, on peut être entière dans des relations qui nous construisent avec des êtres qui soient sains. Là où c'est une problématique, c'est quand les passionnels sont dans une forme d'intensité qui vont les détruire, et c'est une forme d'autodestruction parce qu'elles vont choisir des hommes qui vont alimenter cette passion, mais c'est une passion qui va les autodétruire. Donc il y a tout un travail à faire d'amour de soi, bien entendu, pour que cette énergie soit utilisée d'une manière constructive, pour pouvoir choisir des partenaires avec qui on puisse co-créer quelque chose de positif qui tire vers le haut. Donc c'est une dimension passionnelle mais créatrice de quelque chose de positif. Donc du coup c'est une énergie qui ne va plus se retourner contre nous, mais qui va être porteuse comme une vague sur laquelle on peut surfer. L'autre profil que j'ai repéré, c'est la conventionnelle. Donc ce sont des personnes qui sont, de par leur éducation, de par la société, de par l'environnement dans lequel elles ont grandi et dans lequel elles évoluent, qui se sont identifiées à des normes spécifiques et qui vont avoir un modèle amoureux très normé, donc et curieusement ce sont des personnes qui n'arrivent pas à vivre des relations amoureuses qui correspondent à leur désir de normes. Pourquoi? Parce qu'en fait la vie est bien faite et elle vient nous chercher sur des domaines que l'on a à travailler. Et la conventionnelle, ce qu'elle a à travailler, c'est élargir le champ, c'est comprendre qu'elle n'est pas que ça, comprendre que la vie n'aurait pas
ne répond pas forcément à un cadre prédéfini que l'on impose et que l'on impose à la vie. C'est nous qui pouvons co-créer avec la vie. Et donc la conventionnelle, bien souvent, elle est enfermée dans son cadre normatif et elle va y gagner en élargissant le cadre et en accueillant dans sa vie des choses inattendues, des êtres inattendus, des événements inattendus qui vont lui permettre de développer une vision plus large, d'assouplir sa vision des choses et d'assouplir aussi ses attentes qui sont finalement des attentes avec beaucoup d'exigences. Et donc il y a une souplesse qu'elle va devoir apprendre à développer et elle va se garantir plus d'épanouissement et de bonheur parce qu'en fait cet aspect conventionnel il enferme et donc ça va lui permettre d'accéder à plus de liberté. L'autre profil que j'ai remarqué c'est la dominatrice, c'est-à-dire celles qui veulent toujours contrôler, qui veulent toujours avoir le dessus, qui vont driver la relation, qui vont toujours avoir le volant. L'homme va arriver dans leur vie et il sera à la place du passager. C'est toujours elle qui va garder le volant, qui va décider où elle retrouve son amoureux, qui va décider comment et quand faire l'amour, qui va décider où aller en vacances et qui va décider quand commence la relation, quand elle finit et comment elle finit. Donc ça peut donner on peut se dire « Waouh, c'est génial » parce qu'en fait elle est libre, elle a sa vie en main, mais en fait c'est aussi quelque chose d'enfermant parce que ce sont des femmes qui aspirent à autre chose. Et donc elles sont dans un mode de fonctionnement qui est celui-ci parce qu'en fait c'est un mécanisme de défense qui les protège de certaines angoisses, de certaines peurs. Et ce qu'elles vont devoir apprendre pour pouvoir atteindre une certaine forme d'épanouissement, c'est d'accepter de lâcher prise, d'arrêter de combattre, parce qu'en fait ce sont des femmes qui sont en lutte contre les hommes et qui ont l'impression que le seul moyen d'être libre c'est de les dominer. Et elles ont une vision parfois binaire, c'est-à-dire que si elles ne dominent pas, elles vont être dominées. Et donc tout le travail c'est de comprendre qu'en fait il est nécessaire de tendre vers une relation d'altérité et que l'altérité est possible, qu'il n'y a pas forcément un qui domine, un qui est dominé, et qu'il y a une sorte de danse de l'altérité qui est possible. Donc c'est vraiment la voie d'épanouissement pour ces femmes-là, pour sortir de leur schéma, qui est là aussi un schéma enfermant. À l'opposé, il y a les femmes enfants, qui là seront dans la recherche d'un père ou d'un mentor, qui seront dans la recherche d'une relation où elles se sentiront protégées, guidées, soutenues. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être soutenu par son partenaire, bien entendu, hein, mais c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire ce sont des personnes qui vont attendre de se laisser porter, guider, conseiller. Alors on pourrait se dire, si elle trouve un partenaire qui répond à cette demande-là, c'est ok. Oui, mais elle s'empêche du coup une certaine évolution. Et donc là aussi, l'élargissement du cadre, la voie d'accès à un certain épanouissement, c'est d'apprendre à grandir émotionnellement. Ce sont des personnes qui sont restées à un certain stade d'évolution émotionnelle et la relation dans laquelle elles se trouvent peuvent les aider à grandir, mais si elles sont dans une période de célibat, ça peut être aussi le moment de travailler sur l'enfant intérieur, les blessures qui n'ont pas été guéries, et de faire un travail sur soi pour pouvoir atteindre cette maturité émotionnelle qui va les mener là aussi à une certaine altérité. Alors on ne change pas qui on est, on ne change pas, notre vraie nature profonde, mais c'est important de tendre vers quelque chose qui puisse donner une harmonie de communication, de relation, une harmonie relationnelle. L'autre profil que j'ai repéré, qui est un profil très intéressant, c'est la phobique de l'amour, celle qui cherche l'amour mais qui en fait en a peur. Donc là aussi c'est un enfermement parce qu'en fait il y a une ambivalence telle que tout est figé.
Je veux absolument vivre une belle histoire d'amour, mais en même temps, j'en ai terriblement peur. Donc j'ai des débuts d'histoire, mais ça n'ira jamais plus loin parce que ça me fait terriblement peur. Ces personnes-là vont avoir à découvrir qu'en fait, cette peur de l'amour, c'est parce qu'elles sentent qu'elles sont terriblement dépendantes. Et que si elles s'engagent plus profondément dans la relation, elles ont terriblement peur de cette dépendance, elles ont peur que ça les emprisonne. En fait, elles sont déjà emprisonnées par leur propre système de dépendance affective. Donc la voie de sortie de ce cercle vicieux, cet élargissement, ça va être aussi de travailler sur la dimension de dépendance affective, d'aller regarder ce qui fait peur, ce qui angoisse, pour pouvoir accueillir l'amour en toute confiance, en toute tranquillité, et découvrir qu'en fait la relation amoureuse est une relation, est une voie de liberté et non pas une voie d'enfermement. Comme toute grille de lecture, il faut regarder ça avec une certaine distance. Voilà, c'est une grille de décodage pour pouvoir se trouver. Il y a des personnes qui me disent « Ah, mais en lisant votre livre, je me suis reconnue quasiment, presque, à 50%. Enfin voilà, quasiment la moitié des personnes, des profils me ressemblent. » Donc on peut avoir un peu de l'un, un peu de l'autre, on peut être à la fois passionné et dans le contrôle, on peut être passionné dans le contrôle et phobique de l'amour, ce qui est logique finalement parce que les dépendants affectifs ont cette intensité amoureuse et ça peut justement leur faire peur, donc il peut y avoir cette peur de l'amour et cette volonté de contrôler pour ne pas souffrir. Donc il y a des combinaisons possibles entre certains profils et on peut avoir à un moment de sa vie des dominantes, c'est-à-dire qu'on peut être plus comme ci, un peu moins comme ça en fonction de la relation qu'on aura eue juste avant, en fonction de l'âge que l'on a, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris, de la période de la vie. De toute façon, on évolue et on peut passer par différents profils. Pour être prêt au grand amour, la chose pour moi le plus important, c'est d'accepter son célibat. C'est-à-dire d'accepter cette période où il n'y a pas de partenaire et où on peut s'occuper de soi et on peut effectuer ce retournement sur soi-même pour pouvoir rencontrer des dimensions de soi qu'on ne soupçonnait pas. Le célibat peut être vécu de deux façons. Il y a, dans le livre, je parle de la solitude sombre et de la solitude lumineuse, enfin du vide sombre et du vide lumineux. En fait, j'avais envie de permettre au lecteur de comprendre que dans la phase de célibat, il y a une phase en fait de préparation à la rencontre à venir et que si on va trop vite dans cette période de célibat, on rate des étapes qui en fait sont des étapes nécessaires qui peuvent nous préparer à la prochaine rencontre. Mais ceci n'est faisable qu'en conscience. Donc en fait, il y a un état de conscience, être conscient de ce que l'on traverse, de comprendre qu'on est dans une phase de solitude qui peut être douloureuse juste après éventuellement une rupture, mais qui peut être ensuite une phase de solitude qui peut être merveilleuse si on s'est réconcilié avec soi, si on a effectué un processus de rapprochement et donc d'amour de soi. Et donc c'est le moment idéal pour apprendre à vraiment se connecter à soi, à se découvrir soi, à s'aimer soi véritablement pour pouvoir ensuite aimer un autre véritablement. Et c'est une phase qui peut être une phase de transformation ou d'alchimisation, une sorte de reset où on va analyser notre historique amoureux, faire le point, comprendre quel est le fil rouge de nos rencontres, c'est-à-dire quel était le schéma de répétition éventuel, et vers quoi on peut tendre pour sortir de nos schémas de répétition, quel type de relation on a envie de vivre. On peut se préparer à la rencontre en vivant bien sa solitude et en vivant bien sa solitude comme une forme de liberté. Et c'est vraiment une liberté parce qu'on peut choisir à tout moment
d'aller au cinéma si on a envie, de faire une sortie avec des copines, voyager avec des copines ou voyager seul. Et c'est très important de s'approprier cette liberté et de se dire je suis seule et c'est super euh, et je suis bien avec moi. Et quand on est bien avec soi, on rayonne d'une énergie qui n'est pas la même que lorsque l'on cherche quelqu'un qui viendrait combler un manque intérieur. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'être comblé avec soi-même. Alors c'est pas une attitude égocentrique, égotique, narcissique, c'est une paix intérieure, c'est tout à fait différent que quelque chose qui serait narcissique. C'est vraiment une paix, euh, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer. Je dis pas je m'aime parce que je crois qu'on n'en a jamais fini avec ça. Donc j'apprends à m'aimer, je suis en paix avec qui je suis, je m'accepte sous tous mes aspects, lumineux et négatifs, sombres. Et je suis en paix aussi avec mes défauts et je savoure ma liberté. Quand on a profondément intégré ça, quelque chose d'autre peut ensuite se passer et un partenaire peut entrer dans notre vie. Parce qu'il y a cette complétude intérieure qui va faire que du coup, on ne va pas utiliser cet autre pour remplir nos manques. Et ça va garantir un équilibre relationnel. Parce qu'à ce moment-là, ça va donner deux êtres qui sont dans un épanouissement déjà initialement avec eux-mêmes, qui se rencontrent. Donc c'est deux plus qui vont donner du plus, 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 et non pas un plus, un moins, ou deux moins qui vont donner du moins, moins, moins. Voilà, il n'y a pas un vide, un plein, c'est vraiment deux personnes qui sont dans une certaine plénitude, une paix intérieure, qui vont se rencontrer, et là ça donne une relation merveilleuse, ça donne que du plus justement. La bonne façon d'aborder une nouvelle relation amoureuse, c'est d'à la fois être dans l'expérience, c'est-à-dire les émotions que cela suscite, et d'avoir un regard observateur. Donc c'est toute la difficulté et en même temps c'est ce que le travail sur soi apporte, c'est-à-dire cette capacité à avoir une sorte de troisième œil qui observe ce qui se passe avec, c'est ce qu'on appelle une certaine forme de lucidité, et cette lucidité elle vient aussi de l'expérience. Alors, cet œil observateur, il va repérer plusieurs choses. Déjà, il va repérer si on est dans un système répétitif, si on est dans une relation qui ressemble aux autres relations qu'on aura vécues, si la personne que l'on rencontre ressemble aux autres personnes que l'on aura rencontrées auparavant et avec qui systématiquement on va être amené à vivre le même type de relation éventuellement toxique ou en tout cas pas épanouissante. Voilà, à qui j'ai affaire, quel tournant la relation prend-elle, ça va me donner des indications sur l'éventuelle répétition ou non du schéma et si j'ai affaire à une relation autre et à un homme autre ou pas. Euh, Chez les personnes que j'accompagne, il y a souvent une phase où elle pense avoir rencontré l'homme autre, où elle pense être dans une relation autre, mais en fait c'est toujours la même chose. Sauf que ça va durer beaucoup moins longtemps, c'est-à-dire que la prise de conscience va se faire extrêmement rapidement, de telle sorte que on ne se brûle pas les ailes et on ne se fait pas de mal. Parfois, on a besoin juste d'expérimenter quelque chose qui ressemble au passé pour bien vérifier que c'est ça et pour bien aussi se prouver qu'on peut reconnaître ce qui est toxique pour soi et parfois aussi se prouver que l'on peut stopper une relation que l'on entame parce qu'on a reconnu que c'était quelque chose qui n'était pas pour nous. Et ensuite arrive la relation autre. Bien souvent, il y a un début, un embryon de relation comme ça, qui ressemble au passé. C'est souvent ce que traversent les personnes que j'accompagne. Et ensuite arrive la relation autre où là, bah, c'est évident, quoi. Voilà. En comparaison avec le reste. Et donc il va y avoir le tournant que va prendre la relation, l'attitude que la personne va avoir,
comment on va se sentir, sur quoi va reposer la relation. Moi, je me souviens d'une personne qui avait compris qu'elle avait rencontré quelqu'un qui était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un profil qui ne corresponde pas aux autres profils de rencontre. Elle avait compris que c'était une relation autre, à une chose essentielle, c'est que, bon, ça la concerne, hein, je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut vivre. Cet homme-là n'avait absolument pas entamé un processus de séduction, alors que tous les autres voulaient la séduire, la draguer. C'est ce qui l'avait interpellé. Il avait une attitude qui faisait penser que c'était quelqu'un plutôt d'intérieur, de sensible, et ça faisait partie des critères pour elle importants. Critères qui n'avaient pas été présents chez ses ex. Et surtout, dès la 3 ou 4e, même pas, je crois, 2e rencontre, il avait été très clair sur sa situation. Il était dans un processus de divorce, il s'était séparé de sa femme plusieurs mois, voire une année avant. Il avait 2 grands-enfants, sa situation professionnelle était celle-ci, tac, tac, tac. Le mec carré, clair, qui pose les choses, et ça, elle ne l'avait jamais vécu. Et c'est vraiment à ça qu'elle s'est dit, ok, là, j'ai affaire à quelqu'un qui est différent, et ça correspond à ce dont j'ai besoin, et ça correspond à ma personnalité, donc là, je pense que je peux foncer. Et elle est rentrée dans cette relation, tout en ayant toujours ce 3e œil, et puis, au fur et à mesure, la relation s'est bien passé et elle a eu la confirmation qu'en effet c'était une relation autre. Donc en fonction de notre histoire, en fonction de ce qu'on a vécu, il y a la façon dont cette autre personne va être avec nous, il y a la rencontre qui va être différente, le début de la relation qui va être différente. On va vivre quelque chose qui sera différent de ce que l'on connaît. C'est une autre musique. Et on sait reconnaître cette autre musique. Mais encore une fois, parfois les personnes pensent que c'est différent, et puis ça ne l'est pas. Mais c'est pas grave. C'est encore c'est matière à travailler sur soi. Ça, c'est toujours ce que je dis de très important aux personnes, c'est que l'important, c'est d'expérimenter, parce que notre expérience va faire que l'on va être mature, de plus en plus mature, et on n'a jamais fini avec ça. Et cette lucidité que l'on va apprendre à avoir va nous permettre de faire les bons choix. Parce que finalement, la notion de choix, elle est excessivement importante. Pourquoi on va choisir de laisser cette personne entrer dans notre vie et pas une autre, alors qu'on en avait déjà repéré 2-3 choses qui ne coïncidaient pas? Pourquoi on ne va pas dire non à certaines personnes? Pourquoi on va dire oui à certaines autres? C'est ce que je propose de réfléchir. Dans le livre, j'invite à réfléchir à ça. Et je trouve que la notion de choix lucide, pourquoi on choisit telle personne, selon quels critères, c'est excessivement important. Alors je ne dis pas qu'il faut être la tête froide, non, le cœur froid et seulement penser avec la tête. Hein. Non, il y a vraiment un élan du cœur, mais il y a une conscience. C'est pas avoir le cœur froid, c'est vraiment être dans un processus de conscience. Et ça, c'est très très important. Alors une relation épanouissante, il y a différents critères qui peuvent nous indiquer qu'on est dans une relation épanouissante. C'est d'abord la communication, ça c'est très important. Alors beaucoup pensent qu'ils communiquent alors qu'ils ne communiquent pas. Communiquer, c'est dire ce que l'on ressent d'une manière adéquate au bon moment. Voilà, ça c'est important. Mais ne pas hésiter à exprimer un moment où on est dans l'inconfort, une formulation de phrase qui nous aura heurté, ne pas hésiter à dire qu'avec cette formulation de phrase, on ressent telle et telle chose. Donc, si les partenaires ont cette habilité à communiquer de cette façon, ça va donner un matelas sécurisant. Voilà, ça donne une assise à la relation et même ça renforce la relation. Bien entendu,
quelque chose qui ne soit pas fusionnel. Alors au début de la relation, on est dans quelque chose de fusionnel, ça fait partie de la première étape de la relation amoureuse, mais je veux dire par là une relation où on est ensemble et on a aussi nos activités seules. Et ceci est important puisque nos activités seules, on ramène aussi notre expérience de l'extérieur au sein du couple et on va pouvoir partager ensemble ce que l'on aura vécu ou pas. On peut aussi ne pas en parler, mais c'est important que nous puissions exister en dehors du couple. Et c'est ce qui va aussi permettre à la relation de couple de pouvoir exister. C'est-à-dire c'est une forme de respiration. Et si on est en fusion, on étouffe, le couple étouffe et meurt de l'intérieur. Donc c'est une sage, pas distance parce qu'on n'est pas éloigné, mais un positionnement juste où on est suffisamment prêt et pas trop près non plus. Donc il y a la communication, il y a le non fusionnel, l'altérité, il n'y a pas forcément un qui domine, laisser la liberté à l'autre, ne pas être dans un contrôle et une possessivité, parce que ça vient répondre à des problèmes de dépendance affective, d'insécurité et des blessures du passé. La confiance et regarder dans la même direction, avoir des projets. Ça, c'est aussi très important dans le couple. Et même si la relation débute, c'est-à-dire que si les deux sont engagés, s'engagent l'un avec l'autre et regardent dans la même direction, ça c'est un critère qui nous fait dire que voilà, c'est une relation qui a de la qualité, qui a une matière plutôt positive. Et ne pas hésiter à avoir des petits projets, sans faire peur à l'autre, hein, mais le projet d'un séjour, d'un voyage, le projet de faire ceci ou de faire cela dans quelques mois. Et puis plus la relation avance, plus on peut avoir des projets à long terme, ça permet de tisser une qualité relationnelle importante. Au tout début de la relation, un des indices, c'est comment on se sent. Est-ce que je me sens moi-même? Est-ce que je peux être totalement spontanée? Et est-ce que mon ressenti interne, il est OK? Parce que bien souvent, les personnes qui entament des relations toxiques, en fait, ont eu des signaux internes et ne se sont pas écoutées. Elles le disent à 90% en thérapie. Ah, mais c'est vrai, je dois bien l'avouer, à tel et tel moment, j'ai tiqué, mais je me suis dit qu'il était l'exception et que de ne pas m'arrêter à ça, de donner une seconde chance, etc. etc. Donc bien s'écouter, oser s'écouter et oser s'écouter, c'est ne pas s'abandonner et se donner la priorité au sens de l'amour de soi. Et ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est que ce travail que je propose de conscience, tout le monde peut le faire. C'est quelque chose on ne nous apprend pas à le faire, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est-à-dire que tout le monde peut rencontrer la personne qui lui correspond. Il y a des blocages, il y a des résistances, il y a toujours une raison psychologique et il y a aussi une raison de la vie et du destin, mais notre vie, tout du long de notre vie, on va de toute façon rencontrer des gens. Parfois ça prend un peu de temps, parfois moins. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où on va regarder au-dedans de soi ce qui ne va pas. Quand je dis ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire nos dysfonctionnements obligatoirement et uniquement. Ça peut être aussi nos croyances sur la vie, le monde, l'amour. Ça aussi, ça peut nous bloquer dans notre processus. Donc il y a tellement d'aspects à explorer que ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, à partir du moment où on va regarder de ce côté-là, c'est-à-dire au-dedans de nous, à partir du moment où on fait le tri sur certaines choses, à partir du moment où on fait certains deuils, à partir du moment où on guérit certaines blessures, et où on se réconcilie avec soi-même, tout est possible. Parce que ça part de nous, de toute façon, et après ce qu'on va dégager, la façon dont on va être avec les autres, et notre disponibilité consciente et inconsciente va faire que les choses se produisent.